Il existe un légume qui a obtenu un score parfait de 100 dans le seul classement de densité nutritionnelle évalué par les pairs jamais publié dans une revue dirigée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC. La méthodologie mesurait 17 nutriments essentiels. Et la plante qui a dominé le marketing de l'alimentation saine pendant la décennie suivante. Celle que les célébrités portaient sur leur sweatshirt. Celle qui a lancé une industrie de 500 millions de dollars, a obtenu le score de 49, soit moins de la moitié. Aucune législation n'a interdit le vainqueur. Aucune agence ne l'a supprimé. Quelqu'un a simplement inventé une fausse association commerciale. L'a inscrite sur un tableau noir à Manhattan et a laissé le marketing faire le reste. Les archives Sobasa s'ouvrent en juin 2014 dans un petit bureau de l'université William Patterson à Wayne, dans le New Jersey. Jennifer Doya avait passé des mois à élaborer une méthodologie que personne n'avait tentée auparavant. En tant que professeure associée de sociologie, elle comprenait que la science de la nutrition avait un problème de mesure. Tout le monde parlait de « super-aliments ». Personne ne pouvait définir ce que ce mot signifiait réellement. Dinoya a donc construit un système de notation universelle. Elle a identifié 17 nutriments que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Institut de médecine avaient classés comme essentiels à la santé humaine. Le potassium, les fibres, les protéines, le calcium, le fer, les vitamines A, C, D, E, K et tout le complexe B. Elle a appliqué des facteurs de pondération de la biodisponibilité. Ensuite, elle a calculé la densité nutritionnelle pour 100 grammes exprimée pour 100 kilocalories. Puis, elle a fait les calculs pour chaque fruit et légume qu'elle pouvait mesurer. Lorsque l'analyse fut terminée, un légume avait accompli quelque chose de mathématiquement impossible. Son score brut calculé était de 122,68. Si élevé que Dinoya a dû le plafonner à 100 pour que le classement final ait un sens. Le chou chinois est arrivé en deuxième position avec 91,99. La blette a obtenu 89. Les feuilles de betterave ont obtenu 87. Le chou frisé. Le légume qui allait dominer le marketing de l'alimentation saine pendant la décennie suivante, a obtenu 49,07, soit moins de la moitié. Le légume qui a obtenu un score parfait de 100 l'aliment le plus riche en nutriments jamais mesuré dans la littérature scientifique évaluée par les pairs, était le cresson. Dinoya a publié ses conclusions dans Preventing Chronic Disease, une revue dirigée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Volume 11, article E95. L'étude a fait la une des journaux du monde entier. Le magazine Time l'a publié. Le HuffPost l'a reprise. Fox News et le San Francisco Chronicle l'ont couverte. Un titre déclarait « Fraîcheur immédiate ». Le cresson met le chou frisé au rebut. Dinoya a déclaré aux journalistes que les scores pourraient aider les consommateurs à se concentrer sur leurs besoins énergétiques quotidiens et sur la meilleure façon de tirer le plus de nutriments de leurs aliments. Les classements apportent de la clarté sur la qualité nutritionnelle des différents aliments. Une décennie plus tard, son étude reste le seul classement de densité nutritionnelle évalué par les pairs existants, et presque personne n'a écouté, dans les 5 ans suivant sa publication, la poudre de chaux frisé est devenue un marché de 500 millions de dollars. Les importations de cresson se sont effondrées de 97%. Mais Dinoya n'était pas la première à reconnaître ce qu'elle avait mesuré. Bien avant que les scores de densité nutritionnelle n'existent, cette plante faisait vivre toute une économie, et les enfants qui la travaillaient, ils l'appelaient « creases » dans les cours et les ruelles du Londres victorien. Avant que le soleil ne se lève sur la ville, des enfants d'à peine 7 ans étaient déjà éveillés. Ils s'habillaient à la lumière de la lampe dans la cour, enfilaient de minces robes de coton et des châles élimés, et traînaient dans les rues sombres dans des pantoufles en tapis trop grandes pour leurs pieds. Ils étaient les vendeurs de cressons.
Et en 1849, un journaliste nommé Henry Mayhew commença à documenter leur monde. Mayhew publia ses conclusions dans le Morning Chronicle, rassemblé plus tard dans son ouvrage en 4 volumes, London Labour and the London Poor. Ce qu'il a découvert allait hanter les lecteurs pendant des générations. Les vendeurs arrivaient au marché de Farringdon entre 4 heures et 5 heures du matin. Ils achetaient des bottes en gros, les lavaient aux pompes publiques et criaient leurs marchandises tout au long des heures matinales. Cresses. 4 bottes pour un penny. Cresses. Les mécaniciens se rendant à leur travail à 5 heures et 6 heures étaient leurs premiers clients. Les enfants parcouraient 9 à 15 000 par jour pour vendre. Un vendeur en particulier. Mayhew ne put l'oublier. Elle avait 8 ans. Elle vivait à Clerkenwell avec sa mère. Un beau-père qui gagnait sa vie en affûtant des ciseaux. Et des frères et sœurs qui partageaient toute la nourriture qu'ils pouvaient trouver. Elle travaillait dans les rues depuis près d'1 an. Mayhew la décrivait comme pâle et maigre de privation, ridée là où les fossettes auraient dû se trouver. Lorsqu'il lui demanda son âge, elle le corrigea. « Je ne suis pas une enfant et je ne serai pas une femme avant mes 20 ans, mais j'ai passé les 8 ans, c'est vrai. » Elle lui parla du froid. « Je supporte le froid, il le faut, alors je mets mes mains sous mon châle, même si ça fait mal de saisir les créases, surtout quand on les emmène à la pompe pour les laver. » Elle lui parla du jeu. « Nous, les enfants, on ne joue jamais là-bas parce qu'on pense à gagner notre vie. » Et quand Mayhew mentionna les parcs, les espaces verts où d'autres enfants couraient et riaient, elle posa une question qui allait résonner dans la littérature victorienne. Est-ce qu'il laisserait des gens comme moi y aller juste pour regarder? Le romancier William Makepeace Thackeray lut la documentation de Mayhew et l'appela une image de la vie humaine si merveilleuse, si affreuse, si excitante et terrible. Le cresson était connu comme le pain du pauvre, parce que les familles démunies ne pouvaient pas s'offrir de vrai pain. La classe ouvrière mangeait des bottes crues comme des salades portables ou les pressait dans de simples sandwichs. Mayhew a documenté 14 958 000 bottes, vendues en gros à Londres chaque année, avec plus de 1000 vendeurs travaillant dans les rues. Les personnes les plus pauvres du Londres victorien mangeaient instinctivement l'aliment le plus riche en nutriments de la planète. Ils ne pouvaient pas connaître la science. Ils savaient simplement que cela les maintenait en vie. Et quand les chercheurs ont finalement mesuré ce que le cresson fait à l'intérieur du corps humain, ils ont découvert quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. En 2007, le professeur Ian Rolland, de l'université d'Ulster à Coleraine, en Irlande du Nord, a posé une question que personne n'avait testée directement: la consommation de cresson cru pourrait-elle réduire de manière mesurable les dommages à l'ADN, le précurseur cellulaire du cancer? Il a conçu une étude d'une élégante simplicité. 60 participants, 30 fumeurs, 30 non-fumeurs. Un essai croisé randomisé en simple aveugle. Chaque participant a consommé 85 grammes de cresson cru par jour pendant 8 semaines. 85 grammes, soit environ 3 tasses. Une petite salade. Ce que Rolland a découvert a réécrit les hypothèses sur ce que la nourriture pouvait faire. Après 8 semaines, les participants ont montré une réduction de 22,9% des dommages basaux de l'ADN des lymphocytes. Leurs cellules sanguines, les marqueurs mêmes qui indiquent le risque de cancer dans tout le corps, étaient mesurablement plus protégés qu'auparavant. Mais ce n'était que la première découverte. Les niveaux de lutéine plasmatique ont augmenté de 100%. Les niveaux de bêta-carotène ont augmenté de 33%. La chimie sanguine des participants se transformait non pas par une intervention pharmaceutique, ni par un extrait concentré, mais par une salade mangée quotidiennement. Et les effets étaient plus prononcés chez les fumeurs que chez les non-fumeurs.
Les personnes présentant le risque de cancer le plus élevé présentaient le bénéfice le plus important. Roland a déclaré que les dommages à l'ADN des cellules sanguines sont un indicateur du risque de cancer pour l'ensemble du corps et que les résultats soutiennent la théorie selon laquelle la consommation de cresson est liée à une réduction globale du risque de cancer sur divers sites du corps. Son étude a été publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition. Volume 85, numéro 2. Cette étude aurait dû changer la façon dont le monde percevait ce légume. 3 ans plus tard, le professeur Graham Packham de l'Université de Southampton a découvert le mécanisme. Lorsque le cresson est mâché, il libère un composé appelé PITC, l'isothiocyanate de phénéthyle. Packham a découvert que le PITC désactive la protéine HIF, le signal qui déclenche le développement des vaisseaux sanguins des tumeurs. Sans vaisseaux sanguins, les tumeurs ne peuvent pas croître. Packham a noté que la recherche franchit une étape importante vers la compréhension des avantages potentiels pour la santé de cette culture, car elle montre que la consommation de cresson peut interférer avec une voie qui a déjà été étroitement liée au développement du cancer. Les découvertes ont continué d'affluer. En 2016, le docteur Jian Minuan de l'Université de Pittsburgh a découvert que l'extrait de cresson produisait une augmentation de 95,4% de la détoxification du benzène chez les fumeurs dépourvus de certains gènes protecteurs. Le docteur Mulday, de l'Université d'État du Dakota du Sud, dans le cadre d'une recherche financée par les NIH, a découvert que le PITC tuait 75% des cellules souches du cancer du col de l'utérus humain en 24 heures. C'est significatif, car les cellules souches cancéreuses résistent généralement à la chimiothérapie. Et contrairement à l'épinard, qui contient 490 à 12 576 mg d'oxalate pour 100 g, des composés qui bloquent l'absorption des minéraux. Le cresson en contient moins de 2,5 mg. Son calcium et son fer sont réellement absorbés par le corps. La science était publiée. Les classements étaient clairs. Le mécanisme était compris. Et puis, quelque chose de remarquable s'est produit. L'Amérique a choisi d'adorer un légume qui a obtenu un score inférieur de plus de la moitié, parce que quelqu'un a inventé un meilleur mensonge. Ceci n'est pas une histoire de suppression gouvernementale. Aucune législation n'a banni le cresson. Aucune agence ne l'a classé comme dangereux. C'est une histoire de marketing. En 2012, le magazine Bon Appétit a déclaré que c'était l'année du chou frisé. En 2014, l'année même où l'étude de Dinoya a couronné le cresson numéro 1. Le chou frisé avait déjà gagné la guerre culturelle. La question est comment? Son nom est Oberon Sinclair. Elle est la fondatrice de l'agence de relations publiques Mayong Anti et représentante de Givenchy et Hermès. Elle se faisait appeler la reine du chou frisé. Ce que Sinclair a fait était audacieux. Elle a créé l'American Kale Association, une organisation commerciale dotée d'un site web professionnel et de 15 000 abonnés sur Twitter. Lorsque des journalistes ont enquêté, ni la United Fresh Produce Association, ni la National Farmers Union n'en avaient jamais entendu parler. Il n'y avait aucun agriculteur membre. C'était une fabrication complète. Sinclair a admis plus tard qu'elle l'avait littéralement inscrit sur des tableaux noirs dans tout Manhattan. La fausse association n'était que le début. En 2011, un artiste du Vermont nommé Bo Muller Moore imprimait des t-shirts « Eat More Kale » pour un agriculteur local nommé Paul Betts. Chick-fil-A l'a alors poursuivi en justice, alléguant une violation de marque contre sa campagne « Eat More Chicken ». Le procès était absurde. C'était aussi un marketing brillant. Muller Moore est devenu un héros populaire. La couverture médiatique a explosé. Le chou frisé est devenu une cause. Un légume avec un méchant. Une histoire d'outsider. Un mouvement. Puis est venu Beyoncé.
En 2014, elle portait un sweatshirt Kale dans son clip vidéo Sept-Eleven. Gwyneth Paltrow l'a goupifié à travers sa marque de bien-être. Les chips de choux frisés sont devenus la percée grignotable. Vous pouviez les manger dans un sachet tout en regardant la télévision. On ne peut pas grignoter du cresson. L'écart du marché raconte l'histoire. Le marché des chips de choux frisés a atteint 181,6 millions de dollars d'ici 2023 avec une croissance annuelle de 9,5%. Le marché de la poudre de choux frisé a atteint 500 millions de dollars et devrait atteindre 1,2 milliard d'ici 2033. Les importations mondiales de cresson étaient de 56,82 millions, une baisse de 96,76% d'une année sur l'autre. Ils n'ont pas supprimé le cresson par la législation. Ils ne l'ont pas interdit. Ils ont simplement inventé un concurrent et lui ont donné une mythologie. Ils ont créé une fausse association professionnelle avec 15 000 abonnés et 0 agriculteurs. Ils ont généré un procès qui a transformé un légume en mouvement. Ils l'ont mis dans un clip vidéo vu par des centaines de millions de personnes. Ils l'ont transformé en chips que l'on pouvait manger dans un sachet. Ils n'avaient pas besoin de supprimer le cresson. Ils se sont simplement assurés que personne ne regardait. Et le cresson, il avait une douve du foie. Avertissement. Une épidémie de colis en 2013 qui a rendu 19 personnes malades. Des problèmes de perception de sécurité auxquels le chou frisé n'a jamais été confronté. Le légume le plus nutritif au monde a perdu face à la meilleure campagne de marketing au monde. Mais tout le monde n'a pas oublié. Dans les collines crayeuses du Wiltshire, une famille arrache le cresson à la main de la même manière que leur grand-père le faisait depuis 70 ans. John Hurd a fondé son exploitation de cresson biologique en 1953. Après avoir terminé son service national, il a choisi Hill Devil, où l'eau de source naturelle, filtrée par la craie, remonte à une température constante de 10 degrés Celsius toute l'année. Des conditions parfaites pour une plante qui prospère dans l'eau courante fraîche. Aujourd'hui, son fils Simon travaille à ses côtés. Ils entretiennent 8 acres. Il reste le premier producteur de cresson biologique approuvé par le National Farmers Union en Grande-Bretagne. Il récolte toujours à la main en utilisant des méthodes inchangées depuis les années 1950. Fournissant Waitrose de mars à novembre, à 60 miles à l'est, dans un bourg du Hampshire. Quelque chose de remarquable se produit chaque mois de mai. Alresford se fait appeler la capitale du cresson. Les plateaux crayeux plats fournissent une eau de source pure filtrée par des aquifères souterrains. Le même don géologique qui a fait de cette région le cœur du cresson en Grande-Bretagne pendant 2 siècles. Le 3e dimanche de mai, environ 15 000 visiteurs descendent sur la ville pour le festival du cresson d'Alresford. Ils encombrent les rues. Ils goûtent le cresson sous toutes ses phases, les formes imaginables. Ils encouragent les participants au championnat de dégustation de cresson animé par Paul Rees et certains d'entre eux arrivent par train à vapeur, la ligne du cresson de Watercress Line, officiellement le Midlands Railway. Parcourt 10 miles d'Alresford à Alton. Elle a ouvert le 2 octobre 1865 avec Edward Knight de Chawton, neveu de Jane Austen, comme premier président, pendant plus d'1 siècle. Le chemin de fer a transporté le cresson cueilli l'après-midi jusqu'à Covent Garden, où il était mis en vente dès le petit matin. Le Being Axe l'a fermé le 4 février 1973. Des bénévoles l'ont rouverte en avril 1977 en tant que chemin de fer patrimonial. Aujourd'hui, plus de 400 bénévoles la maintiennent en activité. Un mémorial vivant pour le légume qui a autrefois soutenu une industrie. L'industrie britannique du cresson a rétréci pour atteindre environ 150 acres, contre plus de 1000 dans les années.
1940, soit une baisse de 85%. La consommation hebdomadaire Zymenes au Royaume-Uni oscille autour de 50 tonnes. La plante se vend à 8,90 livres le kilogramme, soit près du double du prix des salades composées. Mais elle survit. À une époque de fausses associations professionnelles et de parrainage de célébrités. Il existe encore des familles qui arrachent le cresson à la main, dans des lits alimentés par des sources dont s'occupaient leurs grands-parents. Le festival attire 15 000 personnes pour célébrer un légume que la plupart des Américains n'ont jamais goûté. Le chemin de fer patrimonial porte toujours son nom. La plante a survécu, le savoir a survécu. La seule chose qui a été perdue, c'est l'attention. Et voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Vous n'avez pas besoin d'une source filtrée par la craie dans le Wiltshire. Vous n'avez pas besoin de 8 acres. Vous avez besoin d'un bocal. Vous avez déjà vu du cresson auparavant, même si vous ne connaissiez pas son nom. Cherchez de petites feuilles vert foncé rondes sur des tiges creuses. De fleurs blanches éclatantes apparaissent si on la laissait monter en graines. Des racines blanches filiformes se forment au nœud des tiges. Goûtez-le, et vous comprendrez pourquoi les Romains l'appelaient notorium. Nez tordu. La saveur est poivrée, légèrement amère, avec un piquant semblable à celui de la moutarde qui s'accentue à mesure que vous mâchez. Dans les épiceries, il apparaît dans des barquettes à charnières près des légumes verts spécialisés. Sur les marchés de producteurs, il arrive en bouquet du printemps à l'automne. À l'état sauvage, il pousse près des ruisseaux et des sources propres, mais ne récolté que dans des sources déjà connues pour être propres. Le cresson sauvage peut héberger des parasites de la douve du foie. 2 700 000 personnes sont infectées dans le monde. Ce n'est pas un risque théorique. Mais voici ce que personne ne vous dit. Vous pouvez le cultiver dans un bocal de cuisine. Sélectionnez du cresson acheté en magasin avec des nœuds du racinaire visibles sur les tiges. Retirez les feuilles inférieures. Placez les tiges dans de l'air propre dans un bocal en verre. Gardez-le sous une lumière vive et indirecte et changez-le tous les quelques jours. Des racines se forment en 3 à 7 jours. Une fois enraciné, vous avez des options. Transplantez-le dans du compost humide ou un système hydroponique pour une croissance continue. La première récolte intervient 4 à 7 semaines après le semis. Pour les micro-pousses, récoltez à environ 21 jours lorsque les plantes atteignent 5 cm de haut. La méthode la plus simple est le système à 2 pots. Plantez dans un pot avec des trous de drainage, puis emboîtez-le dans un pot plus grand sans drainage. Ajoutez des pierres au fond du pot extérieur et remplissez de 2 à 3 pouces d'eau. Le pot intérieur reste suspendu tandis que les racines accèdent à une humidité constante. Changez l'eau régulièrement. Un avertissement. C'est une culture de saison fraîche. La saveur se détériore au-dessus de 85 degrés Fahrenheit. La température de croissance optimale varie de 45 à 70 degrés Fahrenheit. Le légume le plus dense en nutriments au monde a obtenu un score parfait de 100. Il peut pousser dans un bocal sur le rebord de votre fenêtre. Il nourrit les pauvres, guérit les marins et soutient les civilisations depuis 2000 ans. Et pourtant, on vous a appris à adorer le chou frisé parce que quelqu'un a inventé une fausse association professionnelle et l'a inscrite sur un tableau noir à Manhattan. L'étude existe et les données sont publiques. La plante pousse dans l'eau courante, n'importe où sur Terre. Maintenant, vous savez ce qu'ils ont choisi de ne pas vous dire. Si cela a changé ce que vous pensiez savoir sur la nutrition, considérez ce qui d'autre a été caché à la vue de tous. Abonnez-vous et nous continuerons à révéler ce que l'industrie alimentaire espère que vous n'apprendrez jamais.